messieurs, chers collègues, bonsoir à tous et tous. Il faut que j'allume le micro. Bonsoir à toutes et tous. Bonsoir à la presse qui est présente aussi. Bonsoir aux quelques spectateurs qui ont fait le déplacement. Nous allons donc passer par regarder, faire l'appel et recueillir les pouvoirs. Donc les pouvoirs que j'ai reçus. Madame Briseville qui a donné procuration à Madame Lasmaillou. Madame Nabila Ferjaoui qui a donné procuration à Monsieur Olivier Dubessé. Madame Yasmina Coris qui a donné procuration à Madame Laetitia Planche. Monsieur Jérôme Labonne qui a donné procuration à Monsieur Jean-Michel Bourgeot. Monsieur Moustapha Babrahim qui a donné procuration à Monsieur Yves Chany. Madame Barreto qui a donné procuration à Monsieur David Aumaître. Madame Brigitte Damer qui a donné procuration à Monsieur Guy Chamfort. Madame Michel Denis a donné procuration à Madame Marie-Luce Garapon jusqu'à son arrivée, parce qu'elle savait qu'il était susceptible d'avoir quelques instants de retard. Idem pour Monsieur Régis Zalco qui m'a donné procuration jusqu'à son arrivée. Bon, eh bien, Madame Denis est arrivée juste avant qu'on commence. Donc, voilà. Donc, nous allons passer à désigner le secrétaire de séance c'est le tour de Madame Planche. Nous allons ensuite passer à l'approbation du conseil municipal dans sa séance du 27 juin 2024. Alors, est-ce qu'il amène des remarques particulières? Non. Donc, le groupe prend la même position que d'habitude. Vous ne participez, je sais plus, vous ne participez pas au vote. Ah, vous votez contre? Contre. D'accord. Donc, alors, qui est contre ce... Enfin, je ne sais pas... C'est contre ou c'est une abstention? Contre. D'accord, non, mais je ne demande pas d'accord. Bon, contre. Non, mais bon, ça ne me gêne pas, parce que, si je peux me permettre, d'habitude, je crois que c'est... Tu ne prends pas part au vote. Mais c'est comme tu veux. Moi, je veux pas... Non, mais je veux pas dire le vote, mais si c'est comme d'habitude, tu ne prends pas part au vote. OK. Donc, dans les autres, on considère qu'il est validé ou abstention. Donc, les autres, vous prenez part au vote. OK. Donc, je vous remercie. Donc, tous les autres, donc, pour les autres présents, alors faites bien attention. Oui, il faut que je vois. Je ne vois pas toujours tout le monde. Donc, il y a des... Voilà. Si jamais... Non, mais c'est bon, parce que, voilà, c'est que si à un moment vous levez la main, bougez bien, parce que... J'essaye de voir tout le monde, mais ce n'est pas si simple que ça. Alors, ordre du jour. Alors, on va lire donc l'ordre du jour. Différents points en urbanisme. Création d'une zone d'activité à Millepertuis, en 1. En 2, l'identification des zones d'accélération des énergies renouvelables. En 3, le compte-rendu d'activité du crématorium. En 4, des informations et l'approbation du programme des équipements publics sur le Logiparc 03. En 5, la restauration des mares avec une convention avec la Fédération départementale des chasseurs de l'Allier. En 6, le programme de voirie 2024 avec le choix du titulaire. Ensuite, en administration générale, le 7, nous aurons la modification du tableau d'effectifs du personnel communal, la création de 2 postes dans le cadre du dispositif du parcours emploi-compétences, la convention communale de coordination de la police municipale avec les gardes particuliers du domaine public de l'association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique. Ensuite, en 10, c'est une adhésion au contrat groupe d'assurance statutaire du personnel. En 11, une convention cadre avec le centre de gestion de l'Allier dans le cadre de ce qu'on appelle la période de préparation au reclassement. Le 12, une délibération sur le repos dominical. En culture, nous aurons
En 13, approbation de la convention entre la ville et le service pénitentiaire d'insertion et de probation du centre pénitentiaire. En 14, nous parlerons de l'exonération du droit de place d'une attraction dans le cadre des festivités de fin d'année. Ensuite, nous avons toute une série de délibérations sur les finances. La 15, la décision modificative du budget principal pour l'exercice 2024. En 16, la première décision modificative pour le budget annexe de la saison culturelle. En 17, la première décision modificative en fonction du budget annexe de la location 10 heures espace. En 18, première décision modificative concernant le budget annexe du parc de la Motte. En 19, nous aurons la première décision modificative sur le budget annexe du service commun, de la restauration collective. En 20, examen de subventions attribuées au budget primitif, c'est une délibération complémentaire. En 21, nous aurons l'annulation d'une dette de la commune de Besson à l'encontre de la ville d'Yzeure. Et en 22, nous aurons la convention d'adhésion de la ville d'Yzeure au service de paiement en ligne des recettes publiques locales. Et après, nous serons dans des questions orales, mais je n'en ai pas eu, des questions diverses. Et après, on pourra faire les points classiques. Les décisions prises entre les différents conseils municipaux, quelque chose qui me permet d'agir en justice. Ensuite, une tarification, j'ai pris une décision sur la tarification de la saison culturelle, une demande de subvention pour l'acquisition d'arbres auprès du conseil départemental et d'autres, si elle va, parce qu'elle peut servir, si d'autres, on avait l'opportunité de demander d'autres. Un retrait, une décision pour retirer de la décision l'exercice du droit de préemption. C'est une parcelle qui est dans le secteur du Pré-de-Molle que nous avions ici proposé de préempter. Et au vu d'un certain nombre d'oppositions, de difficultés, nous avons préféré retirer. Bon, je ne cache pas que je regrette un peu. Nous aurions pu commencer de faire un passage piétonnier de l'impasse du Pré-de-Molle, du fond de l'impasse vers les écoles. On arrivait pratiquement à la route de Bourgogne. Il suffisait de passer, il y avait un petit chemin qui faisait 2-3 mètres carrés, mais qui était sur des terrains, mais il n'allait pas jusqu'au bout. On aurait pu un peu forcer pour peut-être acheter la première partie, mais comme la deuxième partie, il aurait fallu, on n'aurait peut-être pas eu, il aurait fallu aller dans des procédures qui ne sortaient pas, et que nous avons eu, je le dis, une montée au créneau des riverains qui ne veulent pas le cheminement piétonnier à côté de chez eux. Alors évidemment, ça va être très général. Je pense qu'à côté de l'autoroute, on peut peut-être comprendre, chemin piétonnier, ils n'en voulaient pas à côté de chez eux. On a d'autres passages, parce qu'on fait du Pré-de-Molle, on sait qu'on peut passer, il y a d'autres endroits pour passer, mais je trouve un peu dommage, alors que quand on construit, tout le monde nous dit pensez à faire des chemins piétonniers. Quand on a une opportunité, parce qu'il y avait une maison, un endroit qui se vendait, on raccordait, on n'a pas pu. À un moment, on a donc retiré, à l'occasion, dans des commissions, pour en discuter un peu plus en détail, parce que là, bon, on peut guère aller plus loin aujourd'hui à l'oral. Je continue sur les décisions. Une décision budgétaire numéro 2 qui apporte un virement de crédit de chapitre à chapitre, c'est sur le budget de la gendarmerie, c'est pour des montants de 510 €. Donc voilà, qui s'est passé d'une ligne à une autre. Un renouvellement du système de téléphonie pour renouveler, comme le dit l'ancien, notre système de téléphonie. La cession de biens, alors c'est 5 véhicules qui sont partis pour destruction, donc bien sûr à la casse. Et une demande de subvention d'éclairage LED au stade de Bellevue, principalement en direction du département, mais aussi au niveau de la Fédération française de foot, parce qu'il y a peut-être une possibilité de les aider sur ces travaux-là. Voilà sur les délibérations. Vous les avez en détail sur le serveur, mais je pense que pour le public, il est légitime. Petite question, c'est l'affaire où on autorise le maire à rester en justice, ça concerne quoi? C'est délicat de le dire ou voilà. C'est dire des noms. Alors, je pense que dedans, vous ne l'avez pas sur le serveur. Attendez, je vais regarder, parce que si vous voulez sur ça, à partir du moment qu'on vous a donné des noms, ça m'embête un peu. Non, c'est sur le serveur. Oui. Non, mais c'est sûr. C'est quelqu'un qui nous conteste des décisions liées à un permis de construire, qui conteste qu'on ait délivré un permis de construire à côté de chez lui et qui nous met au tribunal administratif. Voilà. Bon, alors vous l'avez sur le serveur, hein, vous pouvez trouver. Après, quand vous verrez, vous pourrez même voir où c'est, vous pourrez même aller voir le lieu. Mais bon, après, c'est le droit des gens de contester un permis de construire. Je ne suis pas
très inquiets. Mais bon, après, donc il faut qu'on laisse, on ne peut pas laisser faire. Voilà. On passe aux délibérations. Ah. Hein? Oui, mais on n'a pas tous les éléments. Ils peuvent mettre en avant, il faut être très clair, quelques arguments qui leur donneront raison si on exproprie, parce que au vu du classement, nous avons même essayé pour donner une idée, mais ça reste dans nos échanges. Nous avons même travaillé avec la SAFER. Si on ne pourrait pas passer par la SAFER pour faire, la SAFER, elle ne pouvait pas le faire parce que dans la zone où c'était, ça ne collait pas. Non, après, moi je suis bien de ton avis, nous on savait, on savait quand on le faisait qu'il y avait un petit risque. On ne pensait pas que les gens, mais là ils sont vraiment décidés à aller jusqu'au bout et on ne gagnera pas. Et du coup, il y a une partie qui va être compliquée à passer. Parce qu'il passe au milieu de maison. Et là, il aurait fallu un accord du secteur pour pouvoir aller jusqu'au bout. Comme on a d'autres sorties, bon, toi qui connais bien, pour aller du Pré-de-Molle à la route de Bourgogne, on peut retourner, on peut aller à l'heure actuelle jusque vers en face la place des Cars, on n'est pas loin de la route de Bourgogne. C'est dommage, on aurait pu faire la dernière partie. Bon, éventuellement, dans une commission, on pourra regarder. On en a peut-être, voilà, la commission urbaniste, ils ont dû parler, regarder peut-être un petit peu le plan pour voir. Honnêtement, c'était une opportunité parce que sur la carte, on avait un beau passage. Bon. Oui, mais il n'y avait pas de sécurité des enfants. Enfin, difficile parce qu'on trouvait d'autres endroits. Bon. Mais puis il y avait l'intérêt général qui était difficile à justifier parce qu'on pouvait trouver une chose. Mais après, la médiation n'a pas abouti. Après. Voilà. Alors, on va sur les délibérations. Donc, alors, la première délibération sur Millepertuis, création d'une zone d'activité, cession d'une partielle, lancement d'un nouvel appel à manifestation d'intérêt. Jean-Michel Bourgeot. Le 27 juin, nous approuvions la cession foncière de la parcelle cadastrée YB, vous avez l'image, d'une surface de 9 421 m² sur Millepertuis par le biais d'un AMI. Pour rappel, l'estimation domaniale estimait cette parcelle à 132 000 € hors taxe, soit 14,01 € au mètre carré. À l'issue de cette AMI, un seul candidat a formulé une offre, la SCAB. Le 3 septembre 2024, la commission ad hoc procédait donc à l'évaluation de l'offre et donnait un avis défavorable au projet du candidat. Considérant que le montant de l'offre était insuffisant, et donc la commission a relancé l'appel à manifestation d'intérêt. Pour information, 2 autres entreprises avaient pris des renseignements par téléphone. Il est proposé de définir les conditions de ce nouvel AMI. Donc, la publication de l'AMI aura lieu entre la semaine 40 et 45. La réunion de la commission ad hoc pour le classement des offres se réunira la semaine 46. Cette commission aura la possibilité de négocier avec 1 ou 2 candidats. Puis viendront la commission urbanisme et développement durable le 27 novembre 2024 et le conseil municipal le 12 décembre 2024. Les critères de sélection et de jugement des offres seront les mêmes, à savoir le montant de l'offre à 50% et les caractéristiques du projet à 50%. La composition est la même que l'autre fois, mais je vais quand même donner les noms. Monsieur Perrin, Monsieur Bourgeot, Monsieur Larrière-16, Madame Foucault, Madame Planche, Monsieur Nancet, Monsieur Fradin, donc Brigitte Damer et Madame Barreto ou leur suppléant, Monsieur Ducard en qualité de riverain et un membre du Conseil des sages. Donc il vous est proposé d'approuver le lancement de cette AMI avec ces différentes dates, de la composition ad hoc et des critères de sélection. Toute petite modification, Madame Damer ne sera pas titulaire de la commission ad hoc, ce sera moi-même. Elle ne peut pas être disponible les après-midi. Oui, mais pas de souci. On le note tout de suite. Voilà. Oui, oui. Okay. Quoi qu'il en soit, donc, comme tu as le droit à un suppléant, ça peut être un des 2 autres. Des questions? Non. Approuvé à l'unanimité, pas d'opposition, des abstentions, approuvé à l'unanimité, je vous remercie. On passe au numéro 2, identification des zones d'accélération des énergies renouvelables. Jean-Michel Bourgeot. La loi du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergie renouvelable, dite loi APER,
vise à accélérer et simplifier les projets d'implantation de producteurs d'énergie et à répondre à l'enjeu d'accessibilité locale. Il nous est demandé de définir par délibération, après concertation du public, selon les modalités qu'elle détermine librement, des zones d'accélération des énergies renouvelables. Ces zones correspondent à des zones jugées préférentielles et prioritaires par les communes pour le développement des énergies renouvelables. Ce ne sont pas des zones exclusives. Des projets pourront être autorisés en dehors. À l'issue de la consultation qui a eu lieu du 19 juin au 19 juillet, aucune observation n'a été formulée. Les zones d'accélération des énergies renouvelables proposées sont les suivantes. Pour l'éolien et l'hydroélectricité, la méthanisation, il vous est proposé de ne pas instaurer de zone d'accélération de ces énergies. Pour la géothermie et les réseaux de chaleur, il vous est proposé de retenir en zone de potentiel l'ensemble du territoire de la commune avec une priorité sur les zones dites urbanisées et à urbaniser. Pour le solaire photovoltaïque sur toiture, il vous est proposé de retenir en zone potentielle les zones urbanisées et à urbaniser, ainsi que les zones agricoles. Pour le solaire photovoltaïque au sol, il est proposé de retenir le foncier dégradé de la commune correspondant aux parcelles YB numéro 146, donc c'est la décharge qu'il y a au niveau des brosses du côté de Millepertuis, ainsi que l'autre qui s'appelle YD et non YB comme vous l'avez sur la délibération. Il faut qu'on change, hein, Luc. C'est l'YD, voilà, et qui est pas très loin de la prison. Pour le solaire photovoltaïque, agrivoltaïque, il est proposé de retenir en zone potentielle les zones agricoles A de la commune en privilégiant les terres à faible potentiel agricole. Nous vous proposons d'émettre un avis favorable aux différentes propositions. Sachez que cette délibération accompagnée des tableaux et cartes nécessaires à une bonne compréhension des périmètres seront transmis à Madame le Préfet ainsi qu'au président de Moulins Communauté. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, comme l'a dit Jean-Michel Bourgeot, ça n'interdit pas sur les autres zones, hein, parce que ce n'est pas installé, mais nous, c'est les priorités qu'on souhaite donner. Voilà. Il fallait le faire, donc on a fait par l'angle. Des oppositions, des abstentions, je vous remercie. Alors, on continue. Donc, point numéro 3, quelques éléments sur le crématorium. Oui, tu as raison Pascal, hein, quelques éléments, je ne relis pas l'ensemble du CRAC. Le compte-rendu annuel d'activité pour l'année 2023 a été transmis le 27 juin de cette année par notre délégataire. Il a été procédé à 749 crémations contre 620 en 2022, soit une augmentation environ de 20%, donc 452 en provenance du département de l'Allier. Au total, ça fait 23 départements qui ont été concernés, alors que ça fait aussi 35 entreprises funéraires différentes qui ont eu accès au crématorium. Le taux de fréquentation est aujourd'hui d'environ 50%. Au 1er janvier 2023, le tarif unitaire d'une crémation était de 860 € toute taxe. Le compte annuel de résultats d'exploitation fait apparaître des chiffres suivants. Les produits, 549 880 € contre 433 en 2022. Les charges, 370 660 € contre 337 000 en 2022, soit un résultat de 185 326 € contre 96 523 € en 2022. L'analyse de la qualité du service fait l'objet d'un très bon indice de satisfaction des familles. Il vous est proposé de prendre acte du compte-rendu d'activité établi sur 38 pages et les annexes demeurant joints à la présente délibération. Des questions? Des abstentions? Des oppositions? Bon, en même temps, c'est juste prendre acte. Alors, excusez-moi, parce qu'en fait, on prend acte du rapport. Ok, alors on continue. Délibération suivante, Logipark, dossier de réalisation modificatif, approbation du programme des équipements publics. Il convient de tenir compte de l'évolution du contexte du Logipark qui a été contractualisé en 2009, des besoins des opérateurs, de modifier les caractéristiques du projet et donc de modifier les dossiers de création et de réalisation, ainsi que les délibérations de création et d'approbation du programme des équipements publics dans le cadre du Code de l'urbanisme.
Il faut considérer les modifications essentielles de l'opération qui sont projetées, qui portent sur les sujets suivants. L'actualisation du programme de construction, la modification des destinations de la ZAC, la modification des modalités prévisionnelles de financement, la modification du programme des équipements publics. Considérant qu'au regard de l'évolution de la ZAC au cours de sa mise en œuvre, le programme d'équipement public sera mis à jour pour être en cohérence avec les besoins de la programmation économique telle qu'envisagée dans le dossier de modification de la ZAC. Considérant le Code de l'urbanisme s'agissant du programme des équipements publics, il est dit que lorsque celui-ci comporte des équipements dont la maîtrise d'ouvrage et le financement incombent normalement à d'autres collectivités ou établissements publics, le dossier doit comprendre des pièces faisant état de l'accord de ces personnes publiques sur le principe de la réalisation de ces équipements, les modalités de leur incorporation dans leur patrimoine et le cas échéant sur leur participation au financement. Considérant que la commune d'Yzeure est compétente en matière de voirie et non moulin communauté, nous sommes de fait concernés tels qu'elle figure à l'article 111 dans le cadre de la création d'un plan de voirie interne du programme des équipements publics. Considérant que le plan de voirie interne n'a pas été modifié par la procédure d'actualisation du dossier de réalisation, il vous est proposé d'approuver le programme des équipements publics qui figure au dossier de réalisation de la ZAC et d'approuver le principe de la rétrocession des voiries au plus tard au 11 septembre. Ah, il y a une coquille dans ce que j'ai écrit, 2028, qui figure au programme des équipements publics. Il s'agit de 400 mètres linéaires. Des questions? Oui, je trouve tout à fait normal que l'on intègre dans la voirie d'un lotissement dans le domaine communal. Les propriétaires sont contribuables sur la commune. Par contre, dans le cas d'une zone industrielle qui sera principalement utilisée et dégradée par les camions et par les poids lourds qui vont la fréquenter, il n'est pas normal que les charges reviennent à la commune. Rappelant que la loi a changé effectivement et que les compétences économiques sont du ressort de la Comm d'Aglo et que c'est elle qui encaisse les recettes afférentes. Donc je trouve tout à fait anormal que la commune doive avoir supporté les désagréments et payer en plus. Donc il faut que la compétence de la Comm d'Aglo soit effective sur les zones industrielles. Mais pour ce projet, on ne peut pas accepter, quoi. On peut pas. On a déjà la zone vers Leclerc, là où on paye déjà les ronds-points sans arrêt, tous les 5-6 ans. Ça coûte 50 000 €. Alors non, c'est pas possible. Non, j'entends ta remarque. Stéphane Faure. Oui, moi je suis un peu surpris parce que je vous avais entendu à plusieurs reprises dire que ce n'était pas normal, et vous aviez raison, qu'on soit amené à réparer les voiries des zones industrielles, notamment vers chez Scacentre et la route qui descend, la route communale qui descend depuis la route départementale. Donc, c'est la ville d'Yzeure qui a amené, et on s'aperçoit que ce n'est pas neutre, parce que ces voies, il faut les refaire assez souvent. Là, je ne comprends pas. Sur un nouveau projet, celui du J-Parc, bon, en réalité, ce n'est pas à la ville d'Yzeure de reprendre cela. Parce que vous n'aurez peut-être pas les conséquences, vous, là, parce qu'à court terme, mais les équipes qui vont venir, quand elles auront à refaire les voiries et les équipements publics dans cette zone d'activité, ça ne va pas être du tout négligeable. Et moi, je demande quand même une chose, parce que je crois me souvenir, non, je ne souffre pas d'Alzheimer, donc quand je me souviens de quelque chose, c'est peut-être un peu vrai, qu'on a bien fait payer par la communauté d'agglomération l'intégration des voiries, notamment des petits Verdun, et même, je pense, vers la clinique Saint-Odilon, par la communauté d'agglomération, et ce n'est pas la ville de Moulins qui a financé les réparations qui ont eu lieu sur ces sites, donc à partir du moment où la concession se termine. Moi, je pense que là, il y a quelque chose qui ne va absolument pas. Et puis alors, ce qui est encore plus étonnant, c'est qu'on vient d'apprendre, on ne l'a pas appris parce que ce n'était pas dans la presse, qu'il y avait tout un projet d'aménagement d'un espace à Nomazie, programme, etc., de réhabilitation à proximité du pont de fer. Et j'ai cru voir, mais je suis allé à plusieurs reprises sur place,
que les voiries, notamment les voiries, je ne parle pas des chemins, les voiries qui vont de ce site jusqu'à Nomésie sont de véritables voiries où il y a des parkings, etc., et qu'ils ne sont non pas à la charge de la ville de Moulins, mais de la communauté d'agglomération. Donc, il ne peut pas y avoir deux poids, deux mesures sur cette affaire. Parce que quand on va intégrer cette voie-là, on ne sait pas ce qu'il va y avoir autour. Ça veut dire qu'on peut avoir le même problème que vers Centre. Il va falloir rénover cette voie. Et nos successeurs auront quand même un certain nombre de difficultés à financer cela. Alors, moi, je ne voterai pas ça, parce que je pense qu'en plus, il y a des choses qui ne sont pas normales. Donc, il faudrait que vous demandiez à vérifier si effectivement toutes les voiries qui ont été intégrées dans le patrimoine ont été payées par la ville où la voirie est implantée. Moi, je ne le crois pas. Je ne le crois pas parce que, en plus, c'est le vice-président chargé des finances de la Commune d'Aglo à l'époque qui avait négocié l'intégration, et qui avait fait demander que ce soit la Commune d'Aglo qui prenne ça en charge. Et ce vice-président chargé des finances de la Commune d'Aglo, il s'appelait Champfort. Jean-Michel, je te donne quelques éléments de réponse. Les éléments de réponse étaient donnés en lisant tout à l'heure la délibération. La commune a la compétence voirie, la Commune d'Aglo ne l'a pas. Ça, c'est factuel. Aujourd'hui, c'est ainsi. On ne peut pas changer. Si on devait aller sur une compétence des voiries au niveau des zones industrielles, il faudrait qu'on arrive à voter cette compétence au niveau de Moulincot. Pour l'instant, ce n'est pas possible. On va parler des zones industrielles. Tu as cité tout à l'heure les petits Vernats. Les petits Vernats, exactement dans le même cas, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand la zone industrielle des petits Vernats à Avermes sera terminée, la rétrocession de l'ensemble des voiries des petits Vernats reviendra à la commune d'Avermes. Voilà. Après, l'histoire, je ne vais pas remonter 20 ans en arrière. C'est une réalité. Monsieur Champfort, vous le laissez terminer. Non, mais chacun se laisse parler. Je vous redonnerai la parole sans problème, mais vous laissez Monsieur Bourgeot finir. On vous a laissé faire toute votre intervention. Prenons l'habitude de s'écouter. C'est pas dur. On laisse quelqu'un aller au bout de son argumentation et on reprend la parole si on veut. Jean-Michel. Donc on est bien d'accord pour dire qu'en effet que la taxe, la CFE, ce qu'on appelait la taxe professionnelle, part directement, et Michel a complètement raison, au niveau de Moulins Communauté. Nous, il nous reste quand même la taxe foncière qui nous permettra, si on est raisonnable, d'année en année de pouvoir maîtriser cette recette afin d'imaginer entretenir ces 400 mètres linéaires. Quand on regarde le plan, je pense que si la partie orange sur la gauche du plan, c'est la commune d'Yzeure, simplement la commune d'Yzeure, notre chance quelque part dans cette histoire, c'est que tous les camions qui viendront par l'entrée de la ZAC du Logipark traverseront l'ensemble des voiries qui sont sur la commune de Montbeugny pour arriver simplement sur il devrait y avoir 3 entreprises sur le côté Yzeure. C'est-à-dire que quelque part on ne sera pas impacté, comme tu l'as dit, au niveau de l'Étamat, au niveau de Scacentre, etc. On n'est pas sur une voirie de passage, on est sur une voirie qui va directement au niveau des 3 activités qu'il y aura à cet endroit-là. Voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui. Bien entendu, on continue de faire pression pour que quand on aura des voiries au niveau de nos zones industrielles, que Moulins Communauté puisse participer par ce qu'on peut appeler une aide particulière, une aide dédiée au niveau des voiries, mais c'est quand même encore, pour l'instant, en tout cas jusqu'en 2026, de compétences communales. Monsieur Champfort. Oui, on peut parfaitement intégrer les voiries dans les compétences de la communauté d'agglomération. Et où tu fais une erreur que je voulais te corriger, c'est que sur les petits Vernats, c'est fait. Ah ouais, comment ça, c'est pas fait?
La zone des Petits Vernats a bien été intégrée dans le patrimoine de la communauté d'agglomération. Donc ce n'est pas Avermes qui a payé, c'est bien la communauté Il ne d'agglomération. faut pas se tromper de calendrier. Dans les zones d'activité économique faites par la Com d'Aglo, bien délimitées, qui est le cas de cette zone-là, mais de la zone des Petits Vernats, tous les travaux, pour les mettre à niveau, sont faits par la communauté d'Aglo. Là, nous n'avons pas déboursé un centime pour faire, et heureusement. Par contre, dans l'organisation, il est défini que ces ZAE, c'était voté, et c'est la loi qui l'impose. Elles doivent retourner aux collectivités au bout d'un certain temps, mais dans un bon état. Ce qui veut dire que, de toute façon, elles reviennent, mais pour l'entretien des voiries. Et elles reviennent que lorsque tout est vendu. Parce que lorsque tout n'est pas vendu, et il faut savoir que sur ces histoires-là, c'est la Com d'Aglo qui a acheté, qui a revendu. Ce qui est un peu différent quand on regarde notre zone d'activité, comme tu le dis, et je suis entièrement d'accord avec toi, dans la zone où c'est nous, on est en pleine ville, elle est partagée, elle n'est pas fermée au public. Ce qui veut dire que pour Avermes, ça sera exactement pareil. Et c'est zone d'activité par zone d'activité, il y a eu un vote en conseil communautaire pour respecter la loi, qui dit voilà, et Avermes vont retrouver dans quelques années les routes dans un état neuf et avec l'entretien. Ça, c'est un vrai problème. Et où je suis entièrement d'accord avec vous, c'est quand vous dites que les camions, ils passent. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, on ne peut pas transférer une partie de voirie, on transfère ou toute la compétence voirie ou pas. Et aujourd'hui, les premières analyses qu'on fait, on n'a pas tant que ça à gagner à transférer toute la voirie. Parce que d'abord, si on transfère la compétence voirie, on est bien dans un système qu'on ne maîtrisera plus en tant que ville du tout. Alors on aura peut-être peu à payer les dépenses, mais on n'aura plus tant que ça le choix. Ce sera l'ensemble de la collectivité, si on transfère à la Com d'Aglo, qui déciderait quelle route elle fait. Moi aujourd'hui, je le dis, en tant que maire, je n'ai pas obligatoirement envie de perdre le pouvoir de faire. Je préfère me faire engueuler parce que je fais passer des routes assez vite, parce qu'on va plutôt venir me voir quand c'est pas fait que quand c'est fait, que de dire aux gens, je ne peux plus m'en occuper, parce qu'on transfère la compétence voirie en totalité. Dans les zones, c'est un peu différent. Elle va sortir. Par contre, nous sommes en train de discuter. Et là, ce n'est pas avancé, et c'est là qu'on aura besoin tous d'être épaulés, y compris à la Com d'Aglo. Et nous avons refusé que ça soit voté très vite, aussi bien la commune d'Yzeure que la commune de Montbéliard, qui est de dire il faut que lorsque ces zones sont finies, qu'on s'interroge sur le reversement, ce qui va à la Com d'Aglo et ce qui va à la commune d'origine, parce que nous, Jean-Michel le disait, on a 400 mètres de route, c'est pas catastrophique. Entre nous, on va le dire tout doucement, parce qu'en plus, on est en bout de zone. Vous imaginez la commune de Montbéliard, s'ils ont toutes ces routes à faire sur leur budget unique, ils ne peuvent pas s'en sortir. Donc, ce qui a été décidé, et ça va être validé dans ce qu'on appelle au niveau de l'aglo, dans le pacte fiscal et financier, mais qui reste à affiner, que du coup, les communes, zone par zone, on va discuter pour voir ce qui doit rester par rapport aux recettes nouvelles à la commune, même si elle n'a pas fait d'investissement. Parce que, de toute façon, et là, c'est peut-être l'exemple le plus frappant. D'un côté, vous avez Yzeure, qui a 400 mètres, on va toucher, ça a été dit, vous savez, la part sur la taxe foncière sur le non bâti, même à 2 € le mètre carré, c'est une estimation, ça peut faire une somme intéressante. Mais avec ça, il faudra qu'on entretienne, qu'on se dise, ce ne sera pas que du bénéfice. Montbéliard, s'ils ne négocient pas, ils n'obtiendront pas, enfin je veux dire, leur budget, ils ne pourront pas absorber. Et ça a sauté aux yeux à la commune. Donc voilà la discussion qu'il y a, c'est dans les zones d'activité, où effectivement on est complètement coincé et qu'on ne trouve pas de solution, c'est pour les zones comme autour où il y a la Scassante, où il y a toutes nos entreprises industrielles, comme c'est fréquenté par tout le monde. Moi, aujourd'hui, on ne peut pas déléguer que ces routes en gestion. Moi, j'ai travaillé aussi en disant, j'ai même recherché, pas simplement travailler avec la Com d'Aglo, est-ce qu'on n'aurait pas pu transférer que les voies à l'intérieur de notre zone industrielle? On ne peut pas, parce qu'on aurait pu se dire. Mais en même temps, si on transfère, il faut savoir qu'à ce moment-là, qui dit transfert, il faut qu'on transfère les sommes d'argent pour entretenir. On regarde ce qu'on a mis comme dépenses, on regarde les coûts d'électricité, il faut prendre tous les... C'est un transfert de compétences. Et on ne peut pas en faire qu'un bout. Et je ne vous cache pas que transférer toutes les routes, aujourd'hui,
quelque chose qu'on n'est pas prêt à faire. Peut-être qu'une prochaine équipe se dira à un moment, après tout, pourquoi pas. Aujourd'hui, je trouve que l'entretien des routes, pour l'instant, même si c'est compliqué, si c'est lourd, c'est peut-être à nous de rester l'entretien de nos routes. Et d'ailleurs, il n'y a aucune commune aujourd'hui qui est sur la ligne de dire on abandonne nos routes. Mais quelque part, c'est un peu la logique. Mais je rappelle, ça fait exactement la même décision qui se prend sur les voiries que lorsque, par exemple, la zone elle a été créée en 2009. Quand la zone a été créée en 2009, les communes, comme la commune d'Aglo, on a pris la décision, et unanimement tous, de ne pas prendre de taxes d'aménagement pour ces zones. Maintenant, je vous signale, nous on a essayé de faire changer parce que vu les montants qu'on sort là-dedans, on aimerait bien avoir une part de taxes d'aménagement. Là, maintenant, on ne peut pas revenir en arrière. Et donc, dans ces zones-là, on ne touche pas à la taxe d'aménagement. Alors, ça dure qu'un temps, c'est qu'au début, mais par exemple, à l'époque, et je ne le reproche à personne puisque j'ai participé à ces convoqués, en 2009, on s'est dit, la priorité, c'est de faire des activités. S'il n'y avait pas eu d'investissement sur ce secteur, ce n'est pas énorme en activité qu'il y a pour l'instant. Mais moi, je pense que c'est peut-être l'occasion de vous dire, parce que on l'a vu, Michel, il était à la Com d'Aglo, on a eu quelques éléments. Il a été très long à démarrer. Et ça a été dit hier, et on a fait rêver les gens en leur disant pendant des années, il va y avoir beaucoup d'emplois. On a tous été pareil, on l'a dit, attention, on a fait rêver les gens. Je pense que là-dessus, on est tous d'accord qu'on l'avait dit. Sauf que depuis 7-8 ans, c'est quand même parti, puisqu'au cours des 8 dernières années, plus de 30% de la surface a été vendue. Et que 50% du restant est sous compromis de vente. Alors, compromis de vente, ça peut ne pas vous dire, on le sait, mais ça veut dire que quelque part, il y a des choses qui bougent. Et ces montants-là, c'est une activité économique, c'est quand même aussi quelques emplois. J'espère par exemple que le dernier qui va arriver, qui s'appelle Moulin 3000, peut être porteur, parce qu'on est de moins en moins dans la simple logistique. Il faut savoir qu'en fait, on est dans une logistique avec, comment dirais-je, une transformation peu à peu du produit qui arrive, et ce qui donne du travail, c'est la transformation qu'on fait sur place. Ce n'est pas les camions qu'on décharge, qu'on charge. D'ailleurs, une des questions que vous auriez pu me poser sur ce plan, et je ne vais pas faire de la provoque, je vais le dire, si vous regardez ce plan, dans la délib, moi, ce qui me gêne le plus, sur lequel j'ai le plus discuté en commission, et on a un engagement que ce ne soit pas ça, c'est qu'on a toute la zone, vous voyez, en violet, arrosé, avec des quadrillages qui fait le dessous, comme ça. C'était jusqu'à maintenant classé comme des équipements publics, interdiction d'être vendus. Et c'était fait pour faire la plateforme logistique ferroviaire. Or, moi j'ai dit, si on se sépare la zone pour faire les voies ferrées, on n'aura plus jamais de voies ferrées. Alors, il faut savoir que ce n'est pas tout à fait ça. C'est qu'en fait, aujourd'hui, l'entreprise qui veut acheter la parcelle S2, vous voyez la grande orange en bas, elle veut, elle, s'équiper. C'est-à-dire qu'elle va faire son propre élément. Et il faut donc qu'on puisse lui vendre, y compris l'autre partie, parce que c'est le début de la plateforme ferroviaire qui risque d'être mise plus par des entreprises dont ça sera la fonction stricte. En fait, c'est quoi une plateforme ferroviaire maintenant? C'est des appareils pour les camions, les containers arrivent sur les trains. Il y a des, alors je ne connais pas le terme technique, pour décharger les containers, les prendre, les mettre sur un train et les emmener dans l'entreprise. Ce n'est pas la voie ferrée qui tourne dans les usines, c'est plus comme ça parce qu'ils n'en veulent pas et c'est trop complexe. Par contre, sur place, on a quelqu'un dont l'activité, c'est je décharge, j'emmène et je suis payé pour faire ça. Et pour qu'il y ait un minimum d'activité, il faut qu'à un moment, ce futur acquéreur, il puisse acquérir ces voies de service public, sinon il ne pourra jamais s'installer. Parce que, par contre, l'idée, c'est de dire tant qu'on n'en a pas, il ne faut pas les vendre. Parce que si on les vend pour faire autre chose, on n'aura plus le passage, parce que rien ne nous dit que dans 10 ans, on n'aura pas besoin de la voie ferrée. Même si aujourd'hui, il n'y a qu'une entreprise qu'on a besoin. Et ça, je ne vous cache pas qu'il y a deux, je voulais vous le dire, parce qu'il y a quand même 2 votes aujourd'hui qu'on fait, 2 qui sont importants. Un qui est l'abandon des zones pour les services publics, mais qui sont pour qu'elles restent quand même ferroviaires, mais possible d'être achetées pour une entreprise de le faire. Et c'est là que j'ai envie de dire que nous tous, quel que soit notre rôle dans les années qui viennent, il faudra qu'on soit vigilant que si à un moment on nous présente des ventes des parcelles et que dedans ce n'est pas une activité ferroviaire, il faudra qu'on se dise est-ce qu'on est sûr que tout est vendu, qu'on n'a pas besoin, parce que sinon on nous prend une idée. Par contre, j'entends les remarques sur les autres voies. Et par exemple, et j'en terminerai là, parce que je ne veux pas être trop long, on a beaucoup d'autres dossiers, où il faut discuter zone par zone, quand on va les rendre, les ZAE, parce qu'il n'y a que là-dedans,
faut qu'on regarde où ça tombe. Parce qu'entre nous, une ZAE qui tombe sur une route départementale, nous qui sortent 100 camions, 200 ou 500 camions sur une route départementale, en tant que ville d'Isère, ça peut être une nuisance sonore, mais la route, c'est pas nous. Par contre, les ZAE qui sont en pleine ville, rien ne dit que nous, ça va pas évoluer, qui sont en pleine ville, qui sortent dans nos voies communales, c'est nos voies. Donc, c'est-à-dire, non seulement on aura les routes de la zone à faire bouger, mais il va falloir entretenir les routes d'accès. Et les voies ferrées pour ces ZAE, aujourd'hui, c'est quelque part une problématique qui va être de plus en plus forte. Je partage que les coûts vont être très importants et qu'il faut qu'on soit vigilant. Mais aujourd'hui, on n'avait pas de possibilité de dire non sous une autre, faire une autre. Par contre, vous avez vu qu'on a demandé que ce ne soit pas avant 2028. Comme ça, on a le temps de voir, y compris de faire les calculs de coûts de qu'est-ce que va faire l'entretien d'une route comme ça par rapport aux recettes qu'on touche. Mais c'est pas simple, et j'entends vos remarques, et je trouve tout à fait légitime que vous les ayez posées. On se les est posées, même si on n'a pas la solution idéale à vous présenter aujourd'hui. Non, je terminerai par là. Je trouve que c'est pas normal parce que, en fin de compte, la seule ville qui ne va pas payer sur les voiries des zones logistiques, c'est la ville de Moulins, parce qu'à Vermes, etc., ils vont être amenés à payer si effectivement les voiries sont... on a parlé de Montbeny. Alors à Montbeny, qui va payer? La commune de Montbeny ou la communauté d'agglomération? Si la communauté d'agglomération, elle paye pour Montbeny, je ne vois pas pourquoi. Mais elle ne va pas payer pour Montbeny. Et qui est-ce qui va payer les voiries quand il faudra les refaire? Mais là, les voiries, c'est pour l'instant la com d'agglo. Ah bah, il y aura rétrocession à des la fin- voiries qui seront quasiment neuves après aux communes. Et c'est là que les communes, elles touchent la taxe foncière qui est quand même non négligeable parce que sur les mètres carrés, c'est important, mais aussi qu'on va négocier, qu'il est prévu de discuter quelle part va revenir tous les ans aux communes au moment de la rétrocession parce qu'effectivement, il y aura à entretenir ces voies. Non, je pense que nos successeurs et ceux dans les autres communes vont regretter un peu ces décisions, mais enfin, on verra. Moi, je précise quand même qu'actuellement, contrairement à ce qu'on dit, il y a des voiries qui sont payées par la communauté d'agglomération, notamment sur le territoire de la ville de Moulins. Ah oui, mais personne ne dit rien. Moi, Enfin, pour le moment, personne ne dit rien. Mais qu'on m'explique. Je ne sais pas, moi. Nous, on n'a pas d'infos de ce Ah ben, au niveau comme de vous la ne le savez com pas, vous pouvez aller voir les panneaux d'information. Attends, on n'est pas à Moulin Communauté, c'est peut-être des questions qu'il faut qu'on pose dans le cadre de Moulin Communauté. Ici, aujourd'hui, j'ai envie de dire, nous, ville d'Isère, on n'a pas cette info, et nous, moi, conseiller communautaire, on n'a pas d'information comme quoi on prend en charge des rues à Moulin même. Il y a eu un certain nombre de rues faites dans le cadre des aménagements du pont avec des parcelles qui ont été faites par la Moulin Communauté et d'autres par Moulin. Il y a des conventions d'ailleurs, c'est pour ça qu'on rappelle régulièrement que Moulin doit payer une participation parce que l'aménagement du nouveau pont, il y a des parties qui sont avec. Non, mais je parle pas de Après, ça. nous ne sommes pas derrière Je tout. parle pas de ça. Après, j'ai envie de dire aujourd'hui, moi, rien ne me permet je ne peux pas laisser affirmer, Ah bah, sauf à quelqu'un pas, je ne peux pas laisser affirmer, sauf ça n'en la personne que celui qui affirme, qu'aujourd'hui, la com d'agglo paye les rues à Moulins. Moi, je ne peux pas le laisser dire, je n'ai pas l'info. Et j'ai pas il l'info. faut aller voir le panneau. Eh ben, Enfin bon, de toute façon, là-dessus, je dis qu'il faut aussi voir s'il n'y a pas eu des précédents, parce que je dis bien à Jean-Michel Bourgeot qu'en réalité, l'affaire des Petits Verdun a été réglée avant. C'est pas, donc c'est la com d'agglo qui a financé. non. Ah, bon, La rétrocession va se faire dans quelques temps. non, Eh ben, pas les on- Petits Verdun. Alors, je suis d'accord sur mon menu, pas sur les Petits Verdun. Alors. La rétrocession, elle va être faite dans quelques temps. Pas Elle la, est prévue. pas la première tranche des Petits Verdun, ça a bien Si. été rétrocédé. Si, comme la d'agglo. première tranche est Petit Verdun. Toutes les zones d'activité, y compris Allez, Toulon. cette question, on la verra, il faut la poser. D'accord, Quelqu'un qui a la com d'agglo. mais je la pose. Non, mais ici, moi, je ne peux pas te répondre. Je ne suis pas comme d'agglo ici. Hein. Bon, on est ville d'Isère. La com d'agglo, on sait qu'il y a eu une discussion sur la zone des Petits Verdun pour voir comment elle va être rétrocédée. Alors pour moi, si on a discuté sur comment, et j'ai laissé faire Avermes, parce que sur Avermes, c'est bien Avermes de voir la rétrocession de sa zone. Comme quand on fera là, on fera un travail Montbeny-Isère pour se dire quand elle est rétrocédée, comment on se positionne. Mais ça sera nos devis.
Là-bas, je n'ai pas à dire à Verne comment il doit faire, même si on en a discuté pour être assez cohérent. Mais aujourd'hui, elle n'est pas rétrocédée, elle va y être. Alors, sur ce dossier, par contre, alors, qui est contre? Alors, 4. Qui s'abstient? Je vous remercie. On passe à la suivante. Alors, restauration, nous allons être plus modestes, hein, parce qu'après avoir travaillé sur la plateforme logistique qui fait quelques milliers de mètres carrés, on va passer sur la restauration des mares. Donc, Laetitia. Alors, la Fédération départementale des chasseurs de l'Allier porte une action consistant à initier un mouvement de réhabilitation durable des mares dans le département afin d'améliorer les fonctionnalités écologiques de celles-ci. Les mares abritent de nombreuses espèces animales et végétales, dont certaines sont rares et menacées. Certains milieux naturels jouent un véritable rôle de réservoir de biodiversité et constituent un intérêt fort pour la trame bleue, réseau d'entités naturelles, mares, rivières et bandes enherbées, permettant le déplacement de nombreuses espèces semi-aquatiques ou demandant un milieu aquatique au cours de leur cycle biologique. Des études réalisées en amont par la Fédération départementale des chasseurs de l'Allier mettent en exergue la nécessité de réaliser des travaux de curage sur des mares situées sur des parcelles dont la ville est propriétaire. En 2023, des travaux ont déjà été réalisés sur 2 mares, une située à Panloup, une autre située aux Osières. Cette année, 2 autres mares à restaurer ont été identifiées, situées sur des parcelles dont la ville est propriétaire, une à Chandaillan et une rue Jean Vidal. Afin de restaurer ces 2 mares, il est proposé la signature d'une convention fixant les engagements des 2 parties. La Commission urbanisme et développement durable propose au Conseil municipal d'accepter les termes de la convention avec la Fédération départementale des chasseurs de l'Allier et d'autoriser M. Pascal Perrin, maire, à signer la dite convention. Des questions? Des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Programme de voirie, Jean-Michel Bourgeot. L'estimation du programme de voirie 2024 réalisé par nos services s'élève à la somme de 280 000 € hors taxes, soit 336 000 € toutes taxes. Nous avons reçu 2 offres recevables. Colas France, situé à Toulon-sur-Allier, et Euroviadala, situé sur Yzeure. 3 critères ont été retenus et étudiés lors de la commission d'appel d'offres du 4 septembre. Le prix des prestations, la qualité technique et méthodologique de travail, les mesures prises dans le cadre du développement durable. Suite à l'examen des notes et du classement, la commission d'appel d'offres nous propose de retenir la proposition présentée par l'entreprise Euroviadala pour un montant de 179 842 € hors taxes, donc 215 811 € toutes taxes. Ce montant comprend l'offre de base ainsi que les prestations supplémentaires éventuelles. La qualité des offres est identique des 2 candidats. Seul le prix de la prestation nous a orientés. Le montant de Colas France se montait à 301 084 toutes taxes. Notez qu'il y a un delta positif pour la commune de 85 000 € entre l'estimation de nos services et la proposition d'Eurovia. C'est pourquoi nous relançons une consultation actuellement. Nous nous étions engagés au niveau du budget pour un montant de 300 000 €. Il n'y a pas de raison que nous n'y allions pas. Et bien entendu, il nous est proposé d'autoriser M. Perrin ou, en son absence, Mme Foucault, à signer le marché de travaux à intervenir. Des questions? Des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Alors, on passe en administration générale, modification du tableau des effectifs du personnel communal. Oui. Alors, on y va. Marilus? Oui. Alors, ces modifications ont reçu l'avis favorable du CST en date de 8 septembre 2024. En conséquence, la Commission économie, finances, administration générale et communication propose au Conseil municipal de créer 2 postes d'agents de maîtrise catégorie C à temps complet dans le cadre d'avancement par promotion interne, un poste d'adjoint territorial d'animation catégorie C à temps complet en contrat non permanent de remplacement d'un agent en congé maternité et un poste d'adjoint territorial technique catégorie C à temps complet en raison du recrutement d'un agent. Dans le même temps, la Commission économie, finances, administration générale et communication propose au Conseil municipal de supprimer un poste d'adjoint administratif territorial principal de première classe catégorie C à temps complet en raison de la titularisation au 1er juin 2024 d'un agent sur le grade de rédacteur
suite à une promotion interne. Un poste d'adjoint territorial d'animation catégorie C à temps non complet, 70%, en raison de la fermeture du poste, et un poste d'adjoint administratif territorial catégorie C à temps complet en raison du départ d'un agent. Donc, bien sûr, les crédits nécessaires à la rémunération sont inscrits au budget. Et vous avez, comme à l'accoutumée, le tableau des effectifs qui est joint à cette délibération. Des questions? Opposition? Abstention? Je vous remercie. Point numéro 8, création de 2 postes dans le cadre du dispositif du parcours emploi compétences. Oui, alors ce dispositif parcours emploi compétences a pour objet l'insertion professionnelle des personnes sans emploi et qui rencontrent des difficultés particulières d'accès à l'emploi. Donc sa mise en œuvre, elle repose sur le triptyque emploi, formation, accompagnement. Ce dispositif, qui concerne notamment les collectivités territoriales, prévoit l'attribution d'une aide de l'État. Alors, entendu cet exposé, la Commission économie, finances, administration générale et communication propose au Conseil municipal de créer, dans le cadre du parcours emploi compétences, 2 postes pour une durée hebdomadaire de travail de 20 heures et d'autoriser Monsieur le maire à intervenir à la signature de la convention avec l'organisme prescripteur et le bénéficiaire. Donc ces deux contrats seront d'une durée de 9 mois et seront affectés à la restauration scolaire. Des questions? Opposition? Abstention? Je vous remercie. Point numéro 9, après avoir parlé de la chasse, on va s'appuyer sur les gardes-pêche. Jackie Renaud, tu nous présentes ça? Dans le cadre de la préservation de l'environnement et du maintien de la propreté des espaces publics, la commune d'Yzeure souhaite formaliser une convention de coordination entre les gardes particuliers du domaine routier et la police municipale. Cette collaboration vise à renforcer la lutte contre les dépôts illégaux de déchets dans des zones définies par la commune, conformément à la législation en vigueur. En effet, les gardes-pêche peuvent réglementairement suivre une formation de garde particulier du domaine routier, se concluant par une assermentation qui leur permettra de sensibiliser et verbaliser les usagers en cas d'incivilité constatée. La Convention a pour objet de définir les modalités de collaboration entre les gardes particuliers du domaine routier et la police municipale pour la sensibilisation de la population et la verbalisation des infractions liées à des incivilités constatées, qui seront essentiellement la gestion des déchets et les animaux non tenus en laisse. La Commission économie, finances, administration générale et communication propose au Conseil municipal d'approuver la convention entre la ville d'Yzeure et l'association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique Les Pêcheurs du Val d'Allier et d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention à intervenir. Des questions? Bon, je pense que c'est un bon complément. Nos agents de police, ils ont difficilement le temps d'aller d'aller partout. Ils pourront les épauler, c'est une complémentarité. Les gardes-pêche, eux, étant déjà très souvent au bord de l'eau. Et comme l'a dit Jackie, c'est surtout les incivilités. Vous savez, on se bat contre toutes ces incivilités, les gens restent tout. Alors après, ce seront les gens sur place, mais eux, ils seront habilités à faire ça. Et je trouve que c'est intéressant. C'est eux qui nous l'ont proposé. Puisqu'en fait, ils voient qu'on fait pas mal de choses et on a un beau domaine, il y a pas mal de lieux. Donc voilà ce qui va se passer. Donc on peut les remercier. Michel? Oui, c'est très bien. Ça leur laissera peut-être un petit peu le temps pour vérifier s'il y a les disques sur la place d'Yzeure, parce qu'il y a des jours où on ne peut plus stationner. Voilà. Peut-être qu'il y a un rappel à faire par rapport aux scolaires qui ont pris, les nouveaux scolaires qui ont pris l'habitude de stationner toute la journée. Ça serait peut-être un bien qu'ils fassent un petit tour de temps en temps, faire de la pédagogie. C'est pas à toi, Michel, que je vais apprendre que tous les ans, au bout de quelques semaines, quelques jours de la rentrée, il faut rappeler aux lycéens que la place et qu'effectivement, on a toujours une période comme ça où toutes les places le plus près possible sont prises, que ce soit sur la place ou les premières zones, et que la zone bleue, elle a son sens. Mais bon, je pense qu'ils le savent. Alors, dans un premier temps, très clair, nous sommes dans la prévention, on prévient les gens, mais tu sais, on trouve la même chose sur les vélos qui préfèrent attacher à la porte de la mairie. Alors, ça gêne pas trop, mais il n'y a plus de place pour les usagers, alors qu'ils ont aussi des parkings. Nous sommes dans un apprentissage, des rappels de citoyenneté qu'on fait en début d'année. On est d'accord. Mais je pense que l'un n'empêche pas l'autre.
Et je pense que même s'ils n'avaient pas eu les gardes-pêche, ils seraient quand même occupés de ces voitures, quand même, avec le disque qui n'est pas utilisé, qui n'est pas mis. Bon. Pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie. Délibération suivante, adhésion au contrat d'assurance statutaire du personnel de la commune d'Yzeure. Oui, alors la commune d'Yzeure a mandaté le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Allier afin de conduire une consultation donc en matière d'assurance groupe statutaire, considérant le rapport d'analyse transmis par le centre de gestion, considérant la nécessité de conclure un contrat d'assurance statutaire. La commission économie, finances, administration générale et communication propose au conseil municipal d'accepter la proposition suivante de l'assureur Groupama Rhône-Alpes-Auvergne pour un contrat d'une durée de 4 ans qui prendra effet au 1er janvier 2025 et qui concerne donc les agents permanents qui sont affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Les risques garantis seront le décès, l'accident de service et la maladie contractée en service. Voilà, et donc d'autoriser Monsieur le maire à signer les conventions. Des questions? Opposition? Abstention? Je vous remercie. Point 11, convention avec le centre de gestion toujours, mais pour la mise en œuvre de ce qu'on appelle la période de préparation au reclassement. Marie-Luce. Oui, alors cette mise en œuvre de la période de préparation au reclassement s'inscrit dans un décret qui date de 2019. Pour rappel, les objectifs de la préparation au reclassement consistent à préparer et, le cas échéant, à qualifier son bénéficiaire pour l'occupation de nouveaux emplois qui seraient compatibles avec l'état de santé, s'il y a lieu en dehors de la collectivité ou dans son établissement d'affectation, et d'accompagner la transition professionnelle du fonctionnaire vers le reclassement. Depuis 2019, par application de ce décret, les centres de gestion sont désormais chargés d'établir au cas par cas avec les employeurs publics territoriaux et les agents concernés des projets individuels destinés à favoriser le reclassement. Donc, cette délibération a eu l'avis favorable du comité social territorial dans sa séance du 6 septembre. La commission économie, finances, administration générale propose au conseil municipal d'adopter la convention type de mise en œuvre d'une période de préparation au reclassement telle qu'elle est annexée donc à la présente délibération et d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention de mise en œuvre de la période de préparation au reclassement avec le centre de gestion de l'Allier. Il est précisé que l'agent placé en période de préparation au reclassement conserve son régime indemnitaire de son poste initial, que le temps de travail hebdomadaire de l'agent donc, qui est placé en période de préparation au reclassement est fixé à 35 heures et que la cellule de maintien dans l'emploi en place sur la commune est chargée du suivi de l'agent bénéficiaire de la période de préparation au reclassement. Des questions? Opposition? Abstention? Je vous remercie. Alors, cette convention, elle ne sera pas utilisée pour de nombreuses personnes. C'est pour dans des situations où, lorsqu'effectivement les personnes ont besoin, ce n'est pas simplement qu'ils expriment l'envie de faire autre chose. Il faut qu'il y ait d'autres choses qui justifient qu'on a besoin de changer et que le reclassement n'est pas toujours facile, tant à l'interne que par rapport à l'externe. Donc c'est pour ça qu'il faut, pour les quelques cas auxquels ça peut arriver, c'est un dispositif qui peut être intéressant, qu'on va expérimenter et on verra ce qu'il en est, mais bon, ça sera une chance de plus pour permettre des fois des reclassements à des gens en grande difficulté. On passe au point suivant, en culture. Alors, non, je voulais sauter, je voulais passer, j'ai oublié, j'avais pas envie qu'on se repose le dimanche, puisque j'avais sauté la dérogation au repos dominical. Alors, Marie-Luce. Oui, donc bon, c'est une délibération qu'on prend tous les ans. Depuis 2015, il est prévu par le Code du travail que dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés pour chaque commerce de détail par décision du maire, prise après avis du conseil municipal. Le nombre de ces dimanches ne peut excéder 12 par an. La liste des dimanches est arrêtée avant le 31 décembre pour l'année suivante. Donc, concernant l'année 2024, nous avions pris la décision pour 5 dimanches.
Considérant que les commerces ne sont pas situés dans des zones caractérisées par une affluence particulièrement importante de clientèle, hors période de solde ou fête de fin d'année, la Commission économie, finances, administration générale et communication propose au Conseil municipal d'émettre un avis favorable à la dérogation au repos dominical et donc de reconduire 5 dimanches par an par commerce, soit pour l'année 2025. Alors, je vais lire les dates. Les dimanches pour les commerces de détail non alimentaires. Alors, 12 janvier, 29 juin, 7 décembre, 14 décembre, 21 décembre. Pour les grands commerces et supermarchés, commerces de détail non spécialisés à prédominance alimentaire, 1er juin, 29 juin, 14 décembre, 21 décembre, 28 décembre. Et pour les commerces du secteur automobile, 19 janvier, 16 mars, 15 juin, 14 septembre et 12 octobre. Donc, il y aura un arrêté municipal qui fixera les modalités de dérogation à la règle du repos dominical, qui sera pris donc avant le 31 décembre, après consultation préalable, bien sûr, des organisations syndicales d'employeurs et des salariés concernés. Des remarques? Laetitia? Oui, ce sera plus pratique. Donc, comme les années précédentes, le groupe communiste s'abstiendra sur cette délibération. Pour nous, c'est plutôt le manque de moyens financiers qui font que les gens ne puissent pas acheter comme certains commerçants souhaiteraient qu'ils achètent, et non pas les amplitudes d'horaires et les amplitudes hebdomadaires d'ouverture des magasins. Les salariés qui travaillent ont droit à l'équilibre vie pro et vie perso. Et souvent, ils sont obligés d'accepter de travailler ces jours-là parce qu'ils ont des rémunérations bien trop faibles. D'ailleurs, j'en profite pour la conseiller de venir au rassemblement du 1er octobre qui a notamment pour mot d'ordre l'augmentation des rémunérations et du pouvoir d'achat, tout en sachant qu'effectivement, la mairie d'Yzeure prend le minimum de dimanche à titre dérogatoire par rapport à ce que la loi peut permettre. François? Voilà, même position me concernant. Les 5 sont un minimum appliqué depuis fort longtemps, on va dire qu'il y a jurisprudence en la matière, mais il est plus que souhaitable de ne pas augmenter ce nombre de dimanches mis à disposition des employeurs, où on sait fort bien que la base du pseudo-volontariat est la règle générale. On passe au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? D'accord. Les autres sont pour. Pour. Vous deux, vous votez pour. Non, vous abstenez aussi. Ah, parce que je n'ai pas vu la main. Bon, alors, voilà, vous avez vu. Hein, c'est bon? On a vu qu'il y a. D'accord. Parce que je n'avais pas vu la main. Bon. Ben non, il n'a pas proposé. Ok. Alors, on continue la décision, la commission, la délibération 13 sur l'approbation de la convention entre la ville d'Yzeure et le service pénitentiaire d'insertion. Sébastien. Oui, donc considérant que dans un établissement pénitentiaire, la bibliothèque est le seul centre culturel permanent, véritable centre de ressources pour le développement d'activités dans tous les champs culturels. Considérant que le centre pénitentiaire Moulins-Yzeure, maison centrale, dispose d'une bibliothèque en ses murs et les détenus sont considérés comme publics empêchés. Le service pénitentiaire d'insertion et de probation de l'Allier nous a sollicité pour une expertise technique afin de relancer, remettre en route et apporter une nouvelle dynamique à sa bibliothèque. En lien avec l'évolution des besoins qui correspondent à un tri de documents, réfection de la signalétique, informatisation des fonds documentaires, classification, etc. Il était donc nécessaire de mettre en place une convention destinée à définir l'objet, les modalités d'organisation et les engagements réciproques des parties. Il est proposé au conseil municipal d'approuver la convention entre la ville d'Yzeure, le service pénitentiaire d'insertion et de probation et le centre pénitentiaire Moulins-Yzeure, maison centrale, d'autoriser monsieur le maire ou en son absence monsieur Clerc, adjoint à la culture, à signer la convention, à intervenir, d'autoriser l'encaissement des recettes au titre de l'exercice 2024. Des questions? On passe au vote. Opposition? Abstention? Je vous remercie. Délibération 14, exonération du droit de place d'une attraction dans le cadre des festivités de fin d'année. Michel Denis.
Oui, donc dans le cadre des festivités de fin d'année, il est proposé d'autoriser l'installation ainsi que l'exonération du droit de place d'une attraction sur la place Jules Ferry. Cette autorisation est consentie pour la période précise des animations de festivités de fin d'année, c'est-à-dire du 13 décembre au 29 décembre. Elle est nominative et délivrée à titre strictement personnel, donc elle ne peut pas être transmissible à des tiers. Et enfin, elle peut toujours être révoquée pour des motifs d'intérêt général sans que la ville soit contrainte à verser des indemnités. Une convention interviendra entre le propriétaire de l'attraction et la ville d'Yzeure afin de fixer les modalités d'installation et de fonctionnement du manège ou de l'attraction. La commission culture, sport et vie associative propose au conseil municipal d'approuver l'ensemble des dispositions et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer la convention à intervenir. En complément, je précise que les festivités de fin d'année se dérouleront donc du vendredi 13 décembre avec l'arrivée du Père Noël et l'ouverture des marchés de Noël portés par le comité de jumelage Yzeure-Wendorf. Et elles se clôtureront le jeudi 26 par la corrida nordique qui est portée par l'Office municipal des sports. Le marché, quant à lui, sera, comme l'an dernier, ouvert sur 2 jours et demi, c'est-à-dire le vendredi 13, le samedi 14 et le dimanche 15 décembre. Les programmes sont en cours d'élaboration en concertation avec le comité de jumelage Yzeure-Wendorf. Personne ne s'oppose à ce qu'on exonère pour avoir un manège au moment de Noël. Pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie. Éléments budgétaires. Pascal Foucault, premier point, décision modificative numéro 2 sur le budget principal. Oui, donc on vous propose d'ajuster les crédits comme suit. Donc au niveau de l'investissement, dépenses d'investissement, c'est simplement des régulations d'imputation budgétaire pour 12 848 euros. Ensuite, en ce qui concerne les dépenses, donc on se propose d'enlever 310 000 euros de bâtiments photovoltaïques parce que le projet il n'est pas assez abouti et les travaux ne commenceront pas en 2024 mais en 2025. Donc autant les enlever sur le budget 2024. Ensuite, on rajoute 40 000 euros pour le matériel de transport puisque les crédits étaient insuffisants puisqu'il y avait encore des factures de 2023 à payer. Pour l'aménagement d'Isatis, on enlève 20 000 euros puisque le coût a été inférieur au niveau de l'aménagement de l'espace central. On enlève sur le buste reliquaire de Saint-Marc, c'est simplement des régulations d'imputation pour 6 700 euros. On a rajouté 16 125 euros de relamping qui ont été faits en 2023 et qui ont été payés sur 2024. On a enlevé 10 000 euros de menuiserie pour le logement de Pont-Loup parce que les travaux seront faits en régie en 2025. On a rajouté 2 700 euros de factures à payer pour le lavoir des bataillots. On a enlevé 25 000 euros de crédits imputés par erreur sur des bâtiments photovoltaïques. On a enlevé 18 000 euros pour la végétalisation des cours parce que les travaux ont été faits en régie, donc on les retrouvera, ça a été basculé en fonctionnement, on les retrouvera tout à l'heure. On a rajouté 23 000 euros de travaux dans les bâtiments. On a enlevé 5 000 euros de relamping du gymnase de l'Europe. Donc ça, en fait, c'est que ça a coûté moins cher que prévu. On a enlevé 10 000 euros aussi sur le relamping de Bellevue et 10 000 euros sur des travaux d'ADAP au stade de Bellevue. Ensuite, on a rajouté 10 000 euros pour les clôtures et le portail de Jules Ferry. On a rajouté 17 000 euros d'aménagement intérieur au bataillon pour réaménager l'école. Des petits achats qui ont été faits par les crèches de lits, de frigos, pour des montants qui sont peu importants. Et donc on arrive à une délite de 288 075 euros. Et donc
Les travaux en régie, on a rajouté 36 000 euros, donc on arrive bien aux 252 075 euros qui vous sont annoncés sur la diapo. Et donc en recettes d'investissement, donc on rajoute 12 400 euros d'amende de police. En fait, on fait une prévision, mais on fait une prévision basse. Et on réajuste toujours cette ligne quand on connaît le montant définitif. Donc on avait prévu 20 000, on a rajouté 12 400 euros. Et on a enlevé les dotations d'équipement qu'on avait prévues pour le bâtiment photovoltaïque, les 100 000 euros de DETR et les 93 000 euros qui auraient pu nous être donnés par le département, puisque les travaux sont reportés à l'année prochaine. Ensuite, un réajustement d'investissement pour 40 000 euros. On diminue l'emprunt d'équilibre de 100 000 euros, ce qui fait que l'emprunt d'équilibre sera de 1,8 million au lieu des 1,9 million prévus au budget. Et un virement de la section de fonctionnement de 11 475 pour équilibrer notre délib à 252 075 euros. Au niveau des dépenses de fonctionnement sur le budget principal, donc c'est des petits ajustements de crédit concernant les vêtements de travail, des fournitures administratives, des taxes et impôts sur les véhicules. On retrouve les 18 000 euros de végétalisation des cours de travaux en régie qu'on a enlevés en investissement. Après, les plus marquants, si c'est 5 000 euros en transport, parce qu'on a ajouté une navette supplémentaire au Cladet pour aller au restaurant Jacques Prévert, parce qu'on s'est rendu compte que il n'y avait pas beaucoup de temps pour faire manger les enfants. Ensuite, on a eu deux crédits de 6 000 euros qui ont été obtenus par les écoles. On a voté le droit de recevoir de l'argent de l'éducation nationale sur des projets qui avaient été montés par les écoles, mais comme les écoles n'ont pas de compte en banque, nous servons de banque. Voilà. Donc les projets qui ont été financés par l'État, donc il y en a pour 6 000 euros sur Ampère et sur l'élémentaire Jacques Prévert. Donc et eux, ils ont monté un projet et ces dépenses sont dédiées à leur projet, à ce qu'ils avaient prévu. On a rajouté 2 500 euros de théâtre forum pour les droits de l'enfant et on a enlevé 15 000 euros pour des reprises de concessions qui ont été reportées au niveau du cimetière. Ensuite, on rajoute 100 000 euros de frais de personnel par rapport à l'intérim. On a rajouté 34 000 euros de subvention d'équilibre à la saison culturelle et à la location des heures-espaces, donc 10 000 pour la saison culturelle et 24 000 pour la location des heures-espaces. Et on a enlevé 10 000 euros de contribution au fonctionnement des écoles. Ensuite, on a rajouté 20 000 euros d'intérêt d'emprunt, 40 000 euros de dotation aux amortissements et on a enlevé 11 475 euros de virement à la section d'investissement dont je vous ai parlé tout à l'heure et on arrive à nous 196 175 euros. Donc voilà pour ce qui est des dépenses de fonctionnement. Au niveau des recettes, on a essentiellement des recettes supplémentaires au niveau des crèches par rapport à ce qui a été déjà reçu. Donc on a rajouté 12 000 euros pour l'escalette, 3 000 euros pour le petit monde et on a enlevé 6 800 euros pour la crèche FA parce qu'on a moins de personnel à la crèche familiale. Ensuite, on a rajouté 35 000 euros de redevance d'occupation du domaine. Ça, c'est des loyers du crématorium et des différentes antennes. Voilà. Ensuite, pour les dotations, la CAF nous a octroyé, en fonction de nos structures, et par rapport à nos prévisions, 5 000 euros en moins sur la crèche familiale, 10 000 euros en plus sur l'escalette, 7 000 euros sur la coquinette. La MSA nous a donné 1 700 euros de moins que ce qui était prévu.
Pour le petit monde, la CAF nous a donné 34 000 euros de plus que prévu. Et pour le petit monde, la MSA nous a donné 3 000 euros de moins que ce qui était prévu. Et donc, ces recettes s'élèvent à 47 300 euros. Donc, c'est essentiellement des recettes de la CAF par rapport à toutes nos activités qui concernent les crèches. Ensuite, on a eu un avoir de Dalkia supplémentaire à hauteur de 41 675 euros et on a rajouté 36 000 euros de travaux en régie, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et on arrive bien à nos 196 175 euros. Si vous n'êtes pas tout à fait endormi, je peux vous faire la DM numéro 1 sur le budget annexe de la saison culturelle pour l'exercice 2024. C'est simplement là 10 000 euros en dépensés en recettes concernant des frais de personnel. Donc en fait, on a augmenté de 10 000 euros la subvention d'équilibre, comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure. Et on va avoir pour le budget annexe de la location des heures espaces la même chose. Et un rajout en dépenses de 10 000 euros sur des travaux et de 6 600 euros pour des crédits insuffisants, parce que toujours pareil, on avait des factures de 2023 qui n'avaient pas été réglées en 2024. On a rajouté 7 000 euros d'investissement et un virement de 9 600 euros de la section de fonctionnement, et on arrive bien à nos 6 600 euros. Et en fonctionnement, eh bien, malheureusement, pour les heures espaces, on a rajouté 5 000 euros d'électricité, on a enlevé 4 000 euros de gaz, et on a rajouté 2 600 euros de maintenance et 6 800 euros de fourniture entretien pour le bâtiment, ainsi que 7 000 euros de dotation aux amortissements et 9 600 euros de virement à la section d'investissement, ce qui fait un montant de 27 000 euros. Et les recettes, eh bien, on a rajouté 3 000 euros de location de 10 heures espace et 24 000 euros de subvention d'équilibre du budget principal. Et on retombe bien sur nos 27 000 euros. Et pour continuer, donc le parc de la Motte, c'est des régularisations en dépenses et en recettes à hauteur de 4 976 euros. Voilà. Et puis après, donc, la restauration collective. Donc, la restauration collective, c'est pareil, ce sont des ajustements en dépenses de fonctionnement concernant l'électricité. On a rajouté 3 500 euros. On a rajouté 7 400 euros de maintenance et d'entretien, 2 200 euros de fourniture d'entretien. On a enlevé 3 300 euros de vêtements de travail et 8 200 euros de location mobilière. On a rajouté 1 500 euros de maintenance et 1 000 euros de taxes d'Alkia, ce qui nous fait une DM à hauteur de 4 100 euros en dépenses. Et donc, on compense par une recette, une subvention de 4 100 euros, une subvention agrimaire. Voilà. Et puis, ça va être tout pour les DM. Des questions? Monsieur Jean-Paul? Oui, j'ai juste 2 ou 3 petites remarques. C'est pas facile parce qu'il n'y a pas de chiffres. Donc il faut les avoir. Au tableau on les a. Oui. On les avait à la commission des finances. Moi, je trouve un peu étonnant qu'on ait. Bon, ben c'est fait. On a enlevé 300 000 euros pour les ombrières, oui. pour les panneaux. Non, pour les ombrières, oui. Oui, mais c'est reporté sur l'année 2025. Non, on l'a enlevé cette année. Tu as eu l'explication. On l'a enlevé cette année. Ce qui veut dire que quand on a préparé le budget, on avait les capacités à dégager 300 000 euros d'investissement. Donc peut-être qu'on aurait pu trouver un autre investissement qui aurait été intéressant pour la commune. Bon, c'est une remarque. Peut-être qu'on aurait géré le budget autrement. Deuxième point, je vais faire remarquer, je n'ai pas bien compris parce qu'à un moment dans les tableaux, on nous met qu'on rajoute 9 000 euros pour acheter des livres pour les scolaires,
en raison de l'augmentation du nombre de scolaires. Et en même temps, on nous met dans les documents un autre document où on nous explique qu'il y a eu une baisse du nombre de scolaires sur Iser. Alors, je ne comprends pas bien pourquoi on a acheté des livres. C'est peut-être qu'on les a achetés pour C'est des remplacements de manuels scolaires. On les a achetés pour l'année prochaine. Donc, voilà, je voulais faire remarquer ça. Et le dernier point, c'est en ce qui concerne la végétalisation des cours d'école. Moi, personnellement, je pense qu'il faudrait vraiment réfléchir là-dessus. C'est un peu la mode, on en a parlé à la télévision, donc tout le monde se précipite sur... Parle bien vers le micro. Tout le monde se précipite sur la végétalisation. Je pense qu'on peut aussi raisonner, comme on aurait pu le faire sur Louise Michel, sur la végétalisation de la place de Bendorf, qui aurait été, du point de vue du résultat, du point de vue environnement, exactement la même chose, et peut-être laisser la cour telle qu'elle est, parce que je ne pense pas que la solution qui a été trouvée soit une solution qui sera pérenne à long terme. Je crains que ceux qui ont préconisé ça, notamment des parents, eh bien, ceux qui vont les remplacer, ils vont demander très rapidement à ce qu'on déplace effectivement ce qui a été mis dedans, parce que c'est relativement dangereux. Donc, en ce qui concerne la végétalisation, réfléchissons bien avant de casser des choses qui existent et essayons de voir si on ne peut pas modifier d'autres choses pour améliorer le côté végétal. Surtout que Kaiser, on ne manque pas quand même d'espace où il y a de la verdure. Voilà ce que je pouvais dire sur ces documents, mais je l'ai fait de mémoire parce que on l'avait à la commission des finances, mais là, c'était pas... Juste par rapport au manuel scolaire, c'est 1 000 € qui ont été rajoutés pour l'achat de nouveaux manuels scolaires et le réassort pour que chaque élève je dis n'importe quoi, mais chaque élève de CE1 ait bien un livre suite à la réorganisation entre les Cladets et Ampère. Donc c'est pas 9 000 comme tu l'as dit, c'est 1 000. J'ai lu même dans l'obscurité que c'était parce qu'il y avait une augmentation du nombre d'élèves. C'est ce qui est là. C'est ce qui est là. Ben, attends, tu veux que je te donne la... Nouveau manuel scolaire et organisation des écoles. Enfin, c'est écrit relativement... Aujourd'hui, on ne va pas faire de polémique. Non, mais tu poses la question, je vais te donner la réponse. C'est ça que je veux dire. J'ai pas fait de polémique. Non, mais j'ai pas utilisé de polémique. Je vais faire une réponse sans polémique. L'idée, c'est de dire pourquoi on a été amené cette année à acheter plus de manuels scolaires. La réorganisation des écoles fait qu'il y a plus d'enseignants qui ont changé d'école et il y a des nouveaux qui sont arrivés. Ceux qui sont arrivés souhaitaient travailler avec des manuels différents. Donc, obligatoirement, plus de changements dans les enseignants. Avec les écoles, par exemple, on le sait tous, les grands étant à Ampère, il n'y avait pas de manuel d'Ampère et ceux qui sont arrivés là, c'était des nouveaux. Donc, plus d'enseignants nouveaux, besoin de plus, donc on s'est dit, on achète plus de manuels scolaires. Ce n'est pas lié au nombre d'enfants, pas spécialement. C'est bien l'arrivée d'enseignants nouveaux qu'on souhaitait des manuels différents. Bon, on en avait une opportunité. Puis la végétalisation, je crois que Laetitia voudrait répondre sur la végétalisation des cours. Effectivement. Alors, est-ce que c'est un phénomène de mode ou de prise de conscience de la nécessité de revégétaliser notre cadre de vie d'une façon générale? Je pense que le développement durable, on passe par là, si on veut maintenir et voir redynamiser la biodiversité et créer des îlots de fraîcheur. Donc on rentre dans cette dynamique, comme je pense énormément de collectivités, et c'est une bonne chose. La désimperméabilisation aussi est un vrai sujet pour l'infiltration des eaux et puis pour la qualité des eaux. Le projet a été pensé et travaillé avec l'équipe éducative qui est enchantée en tout cas du résultat produit, les parents également. Ce qui n'empêche pas effectivement de réfléchir, est-ce que les enfants hors de l'école puissent accéder à un environnement plus verdoyant, végétalisé. À Iser, ça ne manque pas. Il y a les projets pédagogiques aussi qui vont être menés dans cette cour avec cette partie végétalisée. Et si elle doit évoluer dans le temps, mais elle évoluera avec les différents acteurs concernés. Mais pour l'instant, c'est la satisfaction générale. D'autres questions? Non? Oui, Madame Maki. Si, moi je suis surprise de voir que les travaux en régie n'avaient pas été sur le budget primitif déjà valorisé, puisque du coup là on repasse sur des travaux en régie, c'est bien ça si j'ai bien compris,
alors qu'on a la chance d'avoir des corps de métier qui sont riches, diversifiés, et de faire ces travaux en régie qui rentrent après sur de l'investissement plutôt que du fonctionnement, et qui sont valorisés. Ils étaient prévus en investissement, ils ont été mis en fonctionnement pour rentrer dans les travaux en régie. Donc oui, les travaux en régie, du coup, ils n'étaient pas prévus en début d'année. C'était une entreprise qui était prévue, c'est ça? Si j'ai bien compris, c'était ça. Oui? Non. Non, là, Les travaux n'étaient pas obligatoirement prévus. C'est qu'à un moment en cours d'année, un certain nombre de travaux faits par nos équipes peuvent être assimilés à des travaux en régie parce que ça dépend le volume et les volumes financiers, le type de travaux, et du coup, ils passent en fonctionnement, alors qu'ils auraient dû être inscrits. Alors peut-être qu'effectivement, on les avait prévus en se disant on va pouvoir les confier, mais nos équipes, ayant la disponibilité et les capacités, l'ont fait. Mais en toute franchise, en début d'année, je ne souhaite pas qu'on inscrive un trop grand nombre de travaux en régie, parce que si on ne prévoit pas le financement dans l'investissement, on ne pourra pas les faire. Si on le prévoit en investissement, on le prévoit dans le budget. Si inversement, on a des opportunités et du temps, parce que vous savez, quand on commence l'année, il suffit d'avoir un souci pour X raisons, et le travail en régie, ça ne sera pas le même. Si on prend, par exemple cette année, ils ont fait beaucoup de travail l'été, les services, avec les déplacements par rapport aux écoles. Les quelques gars qui ont travaillé là-dessus, ils auraient peut-être pu être sur d'autres travaux. Et ils ont fait à ce moment-là moins de travaux en régie. Inversement, il y a beaucoup de petits travaux qui ont été faits. Il faut qu'on essaye de leur confier parce que nos gars, vous l'avez dit, Mme Maki, ils ont plein de métiers. Donc chaque fois qu'on peut leur confier des travaux un petit peu qui sortent de l'ordinaire. Oui, parce que le travail classique, on le fait tous, mais à un moment de temps en temps, et quand chaque fois qu'on a l'opportunité qui peut, on essaye de leur faire faire. Et on prend par exemple la végétalisation des cours d'école, je prends cet exemple. Le projet a été fait à Louise Michel par les enseignants, les parents et tout. Les agents l'ont fait et ils ont pris du plaisir à venir faire ce travail qui était quelque chose de bien spécifique. Voilà. Donc c'est pour ça que l'enveloppe régie, elle sera, je pense, plus forte quand on constatera en fin d'année qu'en début d'année. Parce que ce n'est pas dans les mêmes lignes dans les mêmes volets budgétaires. Et puis, en toute franchise, on ne sait pas toujours précisément tout ce qu'on va faire dans les petits travaux. Il y a certains petits travaux qui deviennent des gros travaux et inversement, des gros travaux qu'on ne peut pas faire. Voilà. Il y aura toujours. Moi, je veux dire que même si on avait une liste de travaux, ce qui compte, c'est de dire on les a fait et ce n'est pas du travail qu'on avait prévu à une entreprise qu'on ne lui donne pas. C'était des budgets qu'on avait mis là. Je ne sais pas si je suis clair, mais c'est dans ce sens-là. On va passer au vote. Alors, qui est contre ces décisions, alors sur l'ensemble ou que sur un? Qui est contre? Qui s'abstient? Non. Alors, je vous remercie. Alors, on continue. Examen des subventions supplémentaires. Pascal. oui. Donc, il s'agit d'attribuer 2 subventions. Donc, une pour l'association Imago à hauteur de 200 € et une pour l'amicale laïque du Bourg à hauteur de 440 €. C'est une subvention complémentaire pour la classe découverte. Et Imago, alors Jean-Michel Fumet, c'est l'association. C'est l'association des patients de l'hôpital. Imago, c'est une association au niveau du pôle de santé mentale qui permet d'accompagner les patients qui sont hospitalisés au niveau de leur cursus thérapeutique. Là, l'idée de ces 200 €, c'est justement d'aider ces patients à pouvoir s'inscrire dans des associations de l'agglomération, sachant que la plupart des patients aujourd'hui qui ont des gros problèmes de santé mentale touchent l'allocation adulte handicapé ou une pension d'invalidité, ce qui est de l'ordre de 850 €. Et en règle générale, ces patients-là n'ont pas les moyens de pouvoir se payer une adhésion dans la moindre association. Donc l'idée, c'est de compléter. Alors d'abord, l'idée, c'est qu'eux-mêmes puissent payer une partie de l'adhésion et que ces différentes contributions, à la fois de personnes individuelles ou de collectivités, puissent permettre de les aider à intégrer et de sortir de l'hôpital sur des associations à l'extérieur. Voilà, c'est très vertueux et c'est très intéressant. Des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. 21 annulations d'une dette d'une commune à l'encontre de la ville d'Yzeure. Oui, donc le 10 novembre 2015, la ville d'Yzeure a émis un titre de recette d'un montant de 390 €
correspondant à la participation financière de la commune de Besson pour la scolarisation dans les écoles d'Yzeure de 2 enfants résidant à Besson. Vous savez que on vote tous les ans en conseil municipal un montant entre les villes de Moulins, Yzeure et Avermes concernant si nos enfants sont scolarisés dans une autre commune. Donc, dans sa séance du 3 février 2016, le conseil municipal de Besson a décidé de ne pas régler les frais sollicités par la commune d'Yzeure au motif que la commune de Besson disposait de toutes les structures pour accueillir les enfants. Et évidemment, il y a des écoles à Besson. Donc, en conséquence, la commission économie, finances, administration générale et communication vous propose d'annuler cette dette de 390 € à l'encontre de la commune de Besson. Des questions? Bon, Attends, prends le micro. Où les élèves ont été inscrits dans une autre commune, la commune doit payer. Alors bon, ça passera peut-être comme ça. Hein. Alors, sur le principe, oui, il faut savoir que, et je ne vais pas remonter ça, à une période, on ne pensait pas d'alerter et d'informer la commune. On prenait l'enfant sans préciser à la commune avant qu'on allait prendre son enfant qui est payé. Parce qu'effectivement, il faut qu'il donne l'accord. Ou bien ils n'ont pas donné l'accord. Il y a peut-être eu, on ne va pas remonter un petit loupé entre nous. Maintenant, on prend de coup, suite à ça, depuis des années, maintenant, quand quelqu'un veut inscrire l'enfant d'une autre commune à Yzeure, on demande que la commune d'où il part signe comme quoi il est d'accord pour qu'il vienne chez nous et prendre en charge. Avec ce système-là, lorsque le maire, l'année d'après, il reçoit une facture, il sait, il a été, et puis on le prévient après la rentrée que ça s'est fait. Donc il y a un accord aujourd'hui, on a inversé un peu, parce que ça se faisait dans tous les sens, et on a mis des imprimés spécifiques. Quelqu'un veut inscrire d'ailleurs chez nous, c'est pas nous qui voit d'avance, on lui dit, vous venez, mais avec l'accord du maire de votre commune d'origine. S'il est d'accord pour que vous veniez et qu'il signe qu'il est en accord et qu'il prendra en charge, on le prend. S'il écrit qu'il est d'accord qu'il vienne mais qu'il ne veut pas prendre en charge, ça arrive, on ne prend pas. Où il peut y avoir un petit peu de discussion, c'est plus compliqué, c'est quand c'est des enfants qui sont rattachés à temps partagé dans les deux familles, que l'un habite dans une commune, le deuxième habite dans l'autre, et obligatoirement, ils font le choix d'aller dans une école, parce que l'enfant, il ne va pas aller une semaine dans une école, puis une semaine dans une autre commune. Et quand les deux communes sont équipées, il y a généralement, on accepte que les parents choisissent dans quelle école ça va. Et là, il y a peut-être des fois des petits conflits, parce que le maire dit, mais pourquoi il ne vient pas chez moi? Mais pour l'instant, on n'a que ce que là, et on a toujours réussi à faire. Voilà pourquoi. Et aujourd'hui, plutôt que de traîner une facture non payée de 390 €, une dette, en plus, les élus de Besson sont plus de l'époque, je veux dire, à un moment... Voilà, je pense que ça devrait passer. Voilà. Après, il n'y a rien qui nous semble, parce que de toute façon, ils ne la payeront pas. Voilà. Donc, par rapport à cette délibération qu'on arrête, de votre avis, moi, c'est votre avis sur le fait qu'on arrête. Hein. Je ne veux pas qu'on fasse un jugement sur une commune, sur des élus, c'est pas ça. Mais il y a peut-être eu à l'époque un échange qu'on n'a pas fait, ou qu'on a une information qu'on a donnée, ou qu'on ne s'est pas compris. Je pense que depuis, on prend plus de points. Puis il faut savoir aussi que la convention entre Moulins, Yzeure, Avermes, et que du coup, on s'appuie la même aux autres communes, et on leur donne l'information. Par rapport à cette délibération, donc, qui est contre qu'on arrête? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, nous allons voir la délibération 22. Alors, convention d'adhésion de la ville d'Yzeure au service de paiement en ligne des recettes publiques locales, PayFip, ça c'est un joli nom. Ça sent Internet, ça. Hein. Ça sent le paiement par Internet pour les gens qui vont, par exemple, louer des salles, pour payer des loyers. Donc, il y a déjà des paiements qui peuvent se faire par Internet, mais pas tous. Donc, on étend à toutes les possibilités. Mais par contre, on conserve quand même la possibilité de payer par chèque et puis de payer en liquide, bien entendu. Mais ça peut faciliter la vie. Quand vous louez une salle, vous payez par Internet. Donc nous, ce qu'on vous demande, c'est d'approuver la mise en place du paiement par Internet et l'adhésion de la commune au service PayFip proposé par la DGFIP. Voilà. Et d'autoriser monsieur le maire, ou en son absence, M. Bourgeot, a signé la convention et le formulaire d'adhésion à PayFip et a signé l'ensemble des documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération.
c'est dans l'air du temps. Hein, c'est pas... Des questions? Non. Alors, opposition, abstention. Je vous remercie. Nous n'avions pas de questions orales. Après, bon, je rappelle que les groupes constitués peuvent avoir la parole s'ils veulent pour faire une intervention de groupe en déclaration générale. Donc, pas non plus. Donc, pas de groupe faisant de déclaration générale. Donc, remerciements. Alors, on a reçu les remerciements de la RESPI, l'Association pour la restauration de l'église Saint-Pierre d'Yzeure, de la Croix-Rouge locale, l'association locale, la Croix-Rouge française locale, et puis le centre hospitalier et le pôle de santé mentale avaient anticipé que vous alliez voter la subvention, parce qu'on leur avait dit, ils nous ont déjà remerciés. Alors heureusement qu'on l'a voté, parce que j'ai le remerciement du pôle de santé mentale, parce qu'en fait, ça a servi pour organiser la course d'endurance, les 12 heures de l'hôpital, puis c'est une manifestation qu'ils faisaient, où les gens peuvent aller courir et tout. Voilà. Pour terminer, le dernier point, alors je vais vous donner les dates des prochains conseils municipaux. Comme on a tous ceux de l'année 2024 et ceux de 25, ça sera dans le compte-rendu, mais je vous confirme que le prochain aura bien lieu le jeudi 12 décembre 2024, et le suivant, ça sera le mercredi 5 février. Voilà. Bon, après, toutes les autres dates, je ne vais pas vous les lire, on a mars, mais on a essayé de les caler pour essayer de ne pas tomber. Alors, j'ai eu la remarque hier au conseil communautaire, mais je peux comprendre. Sachez qu'il ne faut pas être surpris qu'on tombe très souvent la même semaine que le conseil communautaire. Alors, maintenant, on n'est pas le même jour, parce qu'en fait, on a souvent des décisions qui sont prises par rapport à des dates. Il y a par exemple des décisions qui doivent être prises avant le 1er octobre. Ben, ça veut dire que la dernière semaine de septembre, on est tous dessus. Après, on va avoir décembre. Donc, on est sur la même semaine, mais par exemple, la délibération qu'on a fait sur Logipark, il fallait qu'elle soit faite pour tout le monde à peu près dès ces temps-là. Il y avait celle de la Com d'Aglo hier qui a délibéré d'ailleurs à l'unanimité dessus. Et ici, on avait délibéré en même temps. Voilà, je vous remercie. Ce conseil est terminé. Je vous remercie. Et puis, ma foi, à très bientôt. Je rappelle que demain, c'est le lancement de la saison culturelle. Je ne peux pas vous dire s'il y a encore des places, mais pensez-y.